Maintenant, allons un peu plus dans le détail. Et quelles sont les opportunités et quels sont les modèles économiques que cela peut induire? Alors, premier schéma, qui est un schéma volontiers caricatural. D'accord? Parce que c'est rarement comme ça. L'idée, c'est qu'il y a un continuum, en réalité, dans la responsabilité des entreprises. Tout à gauche, vous allez avoir des entreprises qu'on va, encore une fois, de manière un petit peu archétypique, dire des entreprises prédatrices. Ça, ce sont quel type d'entreprises? C'est des entreprises pour qui il n'y a aucune considération des externalités qu'elles peuvent générer sur qui que ce soit. L'idée, c'est quoi? C'est de maximiser la valeur pour l'actionnaire. L'entreprise prédatrice, c'est Milton Friedman en 75. The business of business is business. Okay? On s'en fout, on est là pour créer de l'argent pour les actionnaires. S'il y a bien une chose, à mon sens, pour laquelle tout ce mouvement qu'on voit tous depuis maintenant une bonne trentaine d'années sur justement la responsabilité des entreprises a réussi à percer, c'est que en vrai, des entreprises comme ça, en tout cas dans nos économies occidentales, il n'y en a plus beaucoup, pour de vrai. C'est-à-dire que même les entreprises les plus polluantes, celles qui sont peut-être même parmi les plus cyniques et à qui on peut reprocher énormément de choses, même elles, aujourd'hui, vous allez avoir quand même des efforts véritables, budgétés, avec des gens qui sont formés, des gens qui poussent, pour au moins commencer à se rapprocher de ça. D'accord? Donc, l'entreprise responsable, c'est quoi? L'entreprise responsable, c'est celle qui commence un peu à se dire « Ah, il va peut-être falloir que je gère un peu les trucs dégueulasses que je suis en train de générer. » Au moins que j'atténue un minimum et que je gère un minimum l'ensemble des impacts négatifs que je fais. Et puis au passage, je vais quand même commencer à réfléchir à traiter mes salariés, mes parties prenantes un peu correctement, parce que au-delà de l'aspect moral, en plus il y a des vrais enjeux de pérennité et de capacité à continuer mon activité. Donc l'entreprise responsable, on est en plein dedans. C'est l'entreprise qui développe sa RSE, qui met en place les procédures, qui met en place les équipes, etc. C'est bien, c'est mieux. Pour autant, on sent que ça ne suffit pas quand même. On sent que pour commencer à vraiment tacler les problématiques qu'on a en face de nous, on est monté un peu fin. C'est une critique qui revient maintenant. C'est bien gentil, la RSE, ça fait 20 ans qu'on l'a fait, on n'a jamais autant pollué et ça n'a jamais été autant de bazar. C'est vrai. Donc en fait, on continue le continuum. L'entreprise contributrice. Là, il y a un changement de paradigme. Une entreprise contributrice, c'est quoi véritablement? C'est une entreprise pour laquelle le fondement même d'exister, sa raison d'être, c'est de pouvoir contribuer à la résolution des problèmes. C'est de plus être une entreprise qui fait partie justement des problèmes à résoudre et au contraire être un des moteurs de la transition. Alors, on m'a posé la question ce matin, parce que j'ai fait la même intervention ce matin, il y avait une question très juste qui me disait, mais et comment s'articule selon vous la qualité d'entreprise à mission? Ça permet de passer d'où à où? En fait, c'est une très bonne question parce que pour moi, la qualité d'entreprise à mission et donc la loi Pacte qu'il a promulguée, en fait, c'est quelque chose que je trouve très positif. Et qui, quand elle est bien faite, c'est ça le distinguo, permet véritablement de poser les bases pour passer de ça à ça. Pourquoi? Parce que lorsque vous devenez entreprise à mission, vous définissez votre raison d'être. Donc ça vous force à correctement articuler le pourquoi véritablement vous existez. Spoiler, faire gagner de l'argent à des actionnaires, c'est pas une raison d'être. Jamais une raison d'être d'une quelconque entreprise. Ça, c'est juste une capacité à faire quelque chose. Là, la loi Pacte, lorsqu'elle est bien faite, non seulement ça vous permet de définir une raison d'être, mais ça vous permet aussi de définir des objectifs de complétude de cette raison d'être. Et c'est là où, quand les objectifs sont bien posés et que vous avez un comité de suivi de mission qui est cohérent et que vous avez un tiers indépendant qui va s'assurer que les objectifs progressent, ça vous met vraiment sur les rails pour aller ici. Donc ça, c'est bien. Et en fait, il y a un énorme push. Donc c'est ce qu'on voit, hein, avec les labels Bicorp, avec la raison d'être, Lucie 26000. On pousse véritablement là-dessus. Et c'est pas
c'est normal en tout cas, et c'est pas innocent, que le point de pivot de ça, c'est toujours un travail sur la raison d'être. Pourquoi vous existez? Bon, mais il y a une dernière étape là. Alors pourquoi c'est... Alors, d'abord, il y a un atelier qui est fait par Anna, que je connais bien, sur justement l'entreprise régénérative au même moment. L'entreprise régénérative, c'est quoi? Alors, c'est une définition que je vous propose, c'est un concept qui commence à être un peu en vogue, mais en fait, fondamentalement, qui est en pleine définition. C'est bourgeonnant, mais il n'y a pas encore eu, c'est pas encore tout à fait sec. Donc, la définition que je vous propose, c'est une entreprise régénérative. C'est oui, une entreprise qui génère d'importants impacts positifs pour les écosystèmes et les communautés humaines, mais en laissant le vivant exprimer son plein potentiel. L'immense différence entre ça et ça, c'est qu'ici, oui, vous êtes intentionnel sur la génération de vos impacts positifs, mais fondamentalement, si vous arrêtez d'exister, ou si vous arrêtez de mettre de l'énergie dans la machine, les impacts positifs s'arrêtent. Une entreprise régénérative, c'est que vous faites en sorte de mettre les conditions en place pour recréer du vivant. Et le jour où vous n'êtes plus là, c'est pas grave, le vivant continue. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. À partir du moment où on laisse le vivant pouvoir se remettre, lui a la capacité de se régénérer. Donc en fait, la régénération, c'est toujours une capacité à recréer du vivant. Et alors pourquoi est-ce qu'on s'amuse à aller sur ces concepts-là? Parce que, au vu des enjeux qui sont devant nous et du temps que nous avons à disposition pour pouvoir correctement les adresser, donc je vous disais tout à l'heure, les émissions de gaz à effet de serre, c'est peut-être pas l'enjeu le plus fondamental pour nous en tant que société humaine. A priori, ce qui est beaucoup plus perturbant, c'est justement la perte de vivants dans une échelle qu'on n'a jamais vue auparavant. Donc cette capacité à recréer beaucoup de vivants relativement rapidement, ça ne peut que passer par ça. Bon, alors, c'est gentil ça, mais quel est le lien en fait maintenant avec l'économie circulaire? Parce qu'on est censé parler de ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'économie circulaire, c'est un levier nécessaire mais non suffisant pour justement voyager à travers ce continuum. C'est-à-dire que ici, vous aurez forcément un usage de la circularité qui est au maximum. Pourquoi? Parce que la condition absolue pour pouvoir être régénératif, c'est de diminuer au maximum l'ensemble des impacts négatifs que vous générez. Et ça se comprend bien, parce que pour pouvoir être génératif, il faut... Alors, je vais utiliser ce terme-là, même s'il est assez impropre. Il faut créer de l'impact positif net. Donc, plus vos impacts négatifs sont élevés, moins vous avez réussi à les comprimer, plus la difficulté à créer de l'impact positif net se fait jour. C'est vraiment très difficile quand vous polluez beaucoup. En fait, il faut polluer très peu. Il faut générer très peu d'impact négatif. Alors ça met en structure un peu ce que je viens de vous dire. Si on reprend les deux nouveaux modèles économiques de transition que j'ai appelés modèle contributif, modèle régénératif, il y a un ensemble de conditions qu'il est nécessaire d'avoir. La première, et c'est vraiment en première, il y a un arbre logique, il faut d'abord faire ça, c'est vraiment diminuer ces impacts négatifs. Tout à l'heure, je vous disais, lorsque on s'adresse à donner la bonne information au consommateur, il y a un truc qui est très très dangereux et qui n'est pas facile à naviguer, c'est le greenwashing. Une des choses, pour être certain qu'on ne fait pas du greenwashing, c'est de vouloir dire ça avant d'avoir fait ça. D'accord ? Lorsqu'on est une entreprise qui continue d'avoir des impacts négatifs considérables sur les écosystèmes et sur les sociétés humaines, et que dans notre communication on met en avant, oui mais attendez, nous, on crée de l'emploi, on a restauré des zones humides, on a mis des ruches sur les toits, mais qu'à côté de ça, on ne réduit pas au seuil incompressible, ça ne marche pas, d'accord ? Pour pouvoir réduire ces impacts négatifs, la circularité, on est en plein là-dedans. On va vraiment s'adjoindre à réduire sa consommation d'énergie et sa consommation de matière. Ce qui est intéressant, c'est que la loi, alors c'est un concept qui est, moi en tout cas personnellement, je trouve qu'il n'est pas très bien défini par la loi, mais le concept de résilience. Si vous reprenez un peu ce que ça veut dire, la résilience, c'est la capacité
des sociétés humaines à faire face à une perturbation, d'accord, de son environnement. Être résilient, c'est ça. Bon, dans l'augmentation des impacts positifs, augmenter la capacité de résilience des sociétés, c'est un impact positif absolument majeur. Donc c'est là-dessus qu'on va jouer. En vrai, la loi a assez peu de choses là-dessus. Beaucoup de choses ici, assez peu de choses ici. Et puis, le troisième point, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est la dynamique temporelle. À quel point cette capacité à générer des impacts positifs et à réduire des impacts négatifs s'auto-entretient dans le temps. Et encore une fois, il n'y a que le vivant qui a cette capacité-là. Tout le reste, tout ce qui est non-vivant, ne se régénère pas. Vous arrêtez de mettre de l'énergie et de la matière dedans, il ne se passe plus rien. D'accord ? Ok. Alors, si on regarde, et je vais encore être short au niveau temps, donc on va essayer d'aller assez vite. Bon, si on regarde de manière un peu plus concrète, les opportunités du modèle d'affaires pour les entreprises. Et où est-ce que ça se joue en fait, les différents enjeux de circularité? De mon point de vue, ça se joue à peu près partout. Sur l'ensemble des blocs constitutifs d'un modèle d'affaires, vous allez retrouver des éléments, des fils à tirer qui sont intéressants lorsqu'une entreprise met en œuvre des éléments de circularité. Le premier, c'est si vous regardez vos clients, d'accord, un des blocs les plus importants. Moi, je vois deux choses déjà. Lorsqu'une entreprise commence à réfléchir circulaire, elle peut faire deux choses au niveau de ses clients. D'une part, elle va pouvoir aller atteindre de nouveaux segments clients auxquels elle ne pensait pas. D'accord ? Parce qu'il y avait tout un pan de la population qui n'était pas intéressé par sa proposition de valeur. À partir du moment où elle va commencer à réfléchir d'un point de vue circulaire, elle peut aller les voir. Deuxième point, parmi sa population de segments clients actuels, elle peut potentiellement améliorer sa proposition de valeur en allant réfléchir, en allant répondre à de nouveaux besoins qui n'étaient pas servis jusqu'à présent. Le deuxième, il est évident. Je dirais même, il est tautologique, en fait, la définition de la circularité. Lorsque vous allez regarder votre bloc ressources de votre modèle d'affaires, quand vous commencez à mettre en place des enjeux de circularité, forcément, vous agissez sur votre approvisionnement. Vous réduisez, il y a deux choses sur l'approvisionnement, vous réduisez non seulement la quantité d'approvisionnement dont vous avez besoin, donc ça, ding ding, ça devient des euros, on en achète moins, d'accord, ça coûte moins cher, potentiellement. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Attention, il y a des éléments de circularité. Quand on veut faire la circularité, potentiellement le coût de l'appro augmente. Mais, encore une fois, c'est un élément à tirer. Et puis, il y a un autre truc. C'est pas que des euros. C'est une problématique de risque et de dépendance. Et ça, on l'a vécu en plein depuis 1 an quand même. La capacité des chaînes de valeur dans les pays industriels comme le nôtre, qui sont assez pauvres en matières premières, à pouvoir augmenter, alors là on va parler de résilience des entreprises cette fois-ci, à augmenter sa résilience et donc à diminuer son risque d'exposition à des chocs exogènes et assurer sa pérennité. On est en plein dedans. Bon, ça c'est un de mes préférés. Le bloc produit, c'est lorsque vous commencez à réfléchir circulaire, vous ouvrez, et ça je l'ai vu avec mes clients, vous ouvrez un champ des possibles en termes de conception produit qui est vraiment, vraiment très riche. Pourquoi ? Parce que la majeure partie du temps, vous remettez à plat des hypothèses fondamentales de comment, à quoi doit ressembler en fait le bien ou le service que je vais utiliser pour répondre aux besoins de mes clients. Et souvent, on repart d'une feuille, si elle n'est pas blanche, elle n'est quand même pas beaucoup écrite, ce qui fait qu'on peut réfléchir à des nouvelles gammes, on remet complètement à plat sa proposition de valeur, on a une innovation dans la conception qui est souvent assez réjouissante. Et puis, je ne vais pas tous les faire, mais celui-ci, c'est ce que je dis souvent, c'est mon préféré, parce que lorsque vous allez prendre le bloc sur la génération de revenus, vous allez tout de suite tirer le fil sur la manière de contractualiser. Et là, vous ouvrez une autre porte qui est complètement liée aux enjeux de la circularité, qui est celui lié à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. L'EFC, c'est quoi? C'est des modèles de contractualisation entre parties qui remettent à plat la manière dont vous allez générer de la valeur. Donc typiquement, des modèles EFC, c'est on va passer d'un modèle de vente de biens et de services
à un modèle locatif. Et puis on va pouvoir pousser le bouchon un peu plus loin. On pourrait même passer d'un modèle locatif, mais centré sur la location d'un bien, à un modèle locatif centré sur la distribution d'un service. Puis on peut encore pousser le bouchon plus loin. On peut passer sur des modèles dits performantiels, où on ne vend plus un bien, on ne vend plus une location, on vend une performance. On vend un output d'un process. Ça se fait déjà. Et ça, c'est un champ qui est assez réjouissant parce que, encore une fois, vous avez toute une partie d'innovation profonde qui est permise, en fait, par la mise en œuvre de ces enjeux-là. Alors, pour vous illustrer ça, on a sélectionné 4 études de cas qui reprennent toute ou partie de ce que je viens de vous dire. Le premier, qui est une étude de cas bien connue, justement, des gens de l'EFC, qui est Renault Trucks. Donc Renault Trucks, ce sont des gens, fondamentalement, leur métier, c'est quoi? C'est construire des camions. Les mecs, ils construisent et puis ils vendent des camions. Quel est l'intérêt économique fondamental de Renault Trucks dans un modèle standard, sans circularité? Plus je vends de camions, mieux je me porte. Plus il y a de camions sur les routes, mieux je me porte. Mais même potentiellement, en fait, plus les camions sont vides, mieux je me porte. Parce qu'en fait, il y a un taux d'usage qui est pourri, mais donc il y a besoin de plus de camions. Donc je vends plus. Donc je suis content. Oui, mais c'est pas vraiment possible. On peut pas. On sait bien que là, on va pas y arriver si on a de plus en plus de camions sur les routes. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de réduire le nombre de camions sur la route. Quand moi, je m'appelle Renault Trucks et que je suis fabricant de camions, comment je vais faire en sorte de réduire le nombre de camions sur les routes? Il y a quand même tout un tas de trucs que je peux commencer à regarder. Et Renault a regardé 3 grands axes. Alors, pardon, vous excuserez, on a repris les termes de l'étude de cas, mais en fait, c'est pas bien nommé. L'étiquette n'est pas bonne. Ils ne font pas de la régénération ici. Ils ne laissent pas le vivant s'exprimer. Ils font du reconditionnement, en fait. Donc, il y a 3 choses. Déjà, ils vont dire, en fait, moi, je veux changer la logique. Je veux que mes camions durent le plus longtemps possible. Auparavant, un camion, si ça vivait très très peu de temps, j'étais content. J'en fabrique tout un tas et puis j'en vends tout un tas. Donc là, on va inverser la logique. Je vais faire en sorte de prolonger la durée de vie des camions. Et puis, bon, le camion, c'est du véhicule, c'est du moteur thermique, c'est des émissions, c'est de la pollution de l'air. Bon, il y a quand même il y a un vrai incentive, il y a un vrai enjeu d'électrification pour jouer sur. Alors, c'est pas la panacée, hein, l'électrification, mais ça répond à des enjeux. Enjeu numéro 1, émissions de GES, puis il y a un enjeu fondamental dans les villes de pollution aux aérosols. Et puis là, on ouvre en grand la boîte de Pandore de la circularité, de se dire, bah, en fait, il va peut-être falloir qu'on vraiment mette du réemploi, de la réparation et du réusage là-dedans. Est-ce que Renault peut continuer à vendre du camion quand on met ça? Ils vont arrêter de vendre du camion, les gars. Et ils vont commencer à vendre d'autres choses. D'accord? Donc ils vont vendre quoi en fait? Bah, en fait, ils vont commencer à vendre des activités de transformation des véhicules d'occasion. Ils veulent potentiellement vendre du service où on vous amène des camions d'occasion et nous, le service, c'est qu'on les remet en état. On va vendre du service pour démanteler les camions et réemployer les pièces. Alors, pardon, c'est un peu trivial, mais on devient une super casse, d'accord, ultra efficace, où on arrive à démanteler tous les camions, à répertorier toutes les pièces et à réutiliser ces pièces au maximum. On ne vend plus de camions, on vend de la pièce. Et puis, on va remettre en état ces camions et puis on va les mettre au goût du jour. On va les mettre à jour, en fait. On applique aux camions ce qu'on fait dans l'informatique depuis 30 ans. On met à jour, donc on change le système d'exploitation par-ci, on change la technologie de freinage par-là, etc. On remanufacture. Renault Trucks, ce sont des gens qui ont participé donc, à la première CEC, donc Convention des entreprises pour le climat, qui est un espèce d'avatar de la Convention citoyenne pour le climat. Vous aviez 50 entreprises qui, la même chose, se sont formées, ont compris, ont commencé à proposer des feuilles de route. C'est ambitieux quand même, pour les fabricants de camions. On pourrait se dire, les mecs, ils sont un peu à l'origine de gros problèmes qu'on a. Eh bien, ils se sont lancés justement dans cette capacité à repenser leur modèle d'affaires. Bon, je vais aller vite. Hop. Alors, autre exemple, celui-là, il est plus intuitif parce que c'est une start-up. Donc, c'est une start-up qui est bien née, qui est bien orientée. Eux sont nés pour être contributeurs. D'accord ?
Donc Murphy, c'est quoi? C'est une start-up qui répare et reconditionne les appareils électroménagers. Fondamentalement, un appareil électroménager, un frigo, une machine à laver, c'est des choses qui, en théorie, devraient pouvoir durer 50 ans, 60 ans, 80 ans. Des trucs qui sont ultra robustes, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, si vous reprenez, il y a des appareils électroménagers des années 50 ou 60, si on les a bien, ça fonctionne encore. Donc l'idée c'est quoi? Là on est en plein dans un des points de la loi qui était la lutte contre l'obsolescence programmée. Aujourd'hui la quasi-totalité des appareils électroménagers qui tombent en panne, c'est qu'à un moment donné, par conception, il y a un truc qui lâche, qui ne devrait pas lâcher. Donc là c'est quoi? C'est on répare, on réutilise les pièces détachées d'occasion et on vend de la pièce également. Donc là on vend un système, on vend un service de réparation et puis on vend aussi de la pièce. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils doublent ça quand on fait l'analyse de leur modèle d'affaires. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour Murphy? Pour Murphy, c'est que les appareils durent le plus longtemps possible. Et puis surtout, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucun appareil électroménager qui aille à la casse. Tout appareil qui va à la casse, c'est source de revenus pour eux, puisque eux sont capables de démonter, de récupérer, de nettoyer, de revendre les pièces. Donc forcément, qu'ils ont mis un service gratuit pour reprise d'appareils électroménagers en panne. Donc là, on est en plein dans un des trucs fondamentaux de l'économie circulaire, c'est ton déchet, c'est ma ressource. Là, ça marche bien. Alors, encore une fois, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a des secteurs d'activité pour lesquels ça marche très mal. Vous prenez les équipements informatiques, c'est extrêmement difficile, voire impossible, de faire du reconditionnement et du réemploi de pièces qu'on trouve dans des ordinateurs ou des téléphones portables. Parce que la conception est tellement imbriquée, et c'est tellement petit que ça se fait très mal. Pour de l'électroménager, ça se fait très bien. D'accord. Et donc, derrière, effectivement, alors là où on pourrait se dire, oui, mais les mecs, ils font aussi des tutoriels gratuits pour réparer soi-même son électroménager. Oui, donc du coup, ils vendent un peu moins de services de réparation, sauf que devinez quoi? Quand vous allez apprendre à réparer vous-même votre électroménager, vous allez acheter la pièce. Troisième exemple. Alors celui-là, il est vraiment important parce que il s'adresse à un secteur d'activité pour lequel, de mon point de vue, la circularité est peut-être le plus pertinent. C'est le BTP. Pourquoi? Parce que le BTP aujourd'hui en France, c'est le plus gros producteur de déchets. Une énorme quantité de déchets qu'on a aujourd'hui en France, ce sont des déchets issus du secteur du bâtiment électronique. Vous allez sur n'importe quel chantier, près de chez vous, vous voyez la masse de déchets divers et variés que ça peut générer. Donc Rédificare, c'est quoi? Ça vient d'une idée toute simple qui est de dire, attendez, il y a tout un tas de trucs quand on casse des immeubles, quand on casse des maisons qui sont tout à fait bons. Les tuiles, les huisseries, les sols, les éléments de structure. Potentiellement, ceux-là n'ont pas de problème. Alors parfois, il peut y avoir des problèmes. Donc, ok, ça s'entend, mais la plupart du temps, non. On casse un immeuble parce qu'il est trop vieux, parce qu'il est vétuste, parce qu'il est trop petit, parce qu'on veut faire de la place et qu'on veut faire quelque chose d'autre. Et on ne réemploie rien. Donc ça, c'est vraiment ultra intéressant parce que Rédificare, ce qu'ils font, c'est que, alors, ils font quelque chose d'assez classique, c'est qu'ils font du service, ils aident les entreprises du BTP à correctement prendre en compte et à mettre en place les processus dans lesquels eux pourraient faire du réemploi de matière. Et puis derrière, en plus du service de conseil, ils ont une plateforme dont le cœur d'activité, c'est quoi? C'est la bonne catégorisation. En fait, ça, c'est une boîte qui fait de la classification à outrance, qui va vous répertorier de manière extrêmement précise les différents types de matériaux dont vous allez avoir besoin, et surtout leur grade de qualité. Alors, il ne faut pas se leurrer, encore une fois. Dans le domaine des BTP, vous avez des normes extrêmement précises, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue habitabilité, qui fait qu'il y a tout un tas de trucs où vous ne pourrez pas faire du réemploi. Mais il y a aussi tout un pan où vous pouvez en faire. Et à partir du moment où on facilite la vie à des acteurs du BTP pour pouvoir justement utiliser ces matériaux de deuxième main, ça commence à devenir extrêmement intéressant. On réduit de manière assez forte la production de déchets et on reboucle sur tout ce que j'ai réutilisé en seconde main, c'est les choses que je n'ai pas produites. Je n'ai pas consommé de matière, je n'ai pas consommé d'énergie. Et puis, hop, dernier exemple que vous connaissez peut-être
et qui est vraiment, vraiment intéressant. Alors, encore une fois, Decathlon, c'est des pilotes. Aujourd'hui, le modèle d'affaires de Decathlon n'est pas un modèle d'affaires centré usage sur la location. Sauf que ils sont quand même toujours en cours d'expérimentation, où le constat, c'est quoi? C'est que je pense qu'on doit être à peu près 100% de personnes ici ou pas loin qui sont déjà allées dans cette chaîne de magasins pour acheter différents trucs. La plupart des équipements, je ne parle pas de textile, mais des équipements qu'on va acheter chez Decathlon, quel est le taux d'usage de ces équipements? Combien de fois on utilise le vélo, on utilise le paddle, on utilise la tente, on utilise même la raquette de tennis? Le taux d'usage est vraiment dégueulasse, c'est vraiment médiocre. Donc l'idée c'est quoi? C'est de se dire, on arrête de vendre des vélos, on arrête de vendre des tentes, on arrête de vendre des raquettes. Fondamentalement, avant, plus j'en vendais, plus j'étais content. Le mec qui achète une raquette tous les 2 jours, moi ça me va. Je change la logique. Là, l'idée c'est que je ne vends plus ça, je vends donc de l'usage. Et là, la logique s'inverse. Moi, j'ai intérêt, moi, Decathlon, à ce que mes équipements durent le plus longtemps possible. Donc ça suppose des efforts de conception un peu différents. Pour que le truc soit vraiment solide, tienne vraiment la route, que potentiellement dans 10 ans, je puisse encore l'utiliser. Et ça suppose un truc qui est contre-intuitif. La plupart, à chaque fois en fait qu'on parle des modèles économiques centrés usage, c'est que ces modèles, lorsqu'ils sont bien appliqués, lorsqu'ils sont tenables, permettent de faire 2 choses de manière un peu magique à la fois. D'une part, ça va permettre de faire baisser le coût total pour le consommateur. Quand vous regardez les chiffres, c'est beaucoup plus économe de louer de temps en temps certains équipements, et quand vous n'en avez pas besoin, ça vous revient moins cher que d'acheter le vélo à 600 balles, que d'acheter le paddle à 500 euros. Au final, ça coûte moins cher. Et en même temps, le truc magique, c'est que ça permet d'augmenter la marge de Decathlon. Ben oui, parce qu'en fait, c'est quoi le point de levier? Comment ça se fait? Ben, là, ça se fait, c'est qu'auparavant, vous avez des biens, des biens, là, pour le coup, qui étaient très peu utilisés, et là, vous maximisez l'usage de ces équipements-là. Vous faites beaucoup plus d'argent sur chaque unité d'équipement. Donc, je vous remercie, j'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces notions-là?